Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème des émotions et des besoins. Une émotion, c'est quoi? C'est un mouvement, un message du corps qui nous apprend quelque chose sur ce qu'on est en train de vivre. Notre corps est notre meilleur allié et cherche à tout prix notre survie. Une émotion apparaît en quelques millisecondes et s'estompe généralement en moins de 20 minutes, contrairement aux sentiments qui sont plus durables, comme par exemple le sentiment amoureux. Antonio Damasio a réalisé plusieurs études sur les émotions et a montré que 80% des informations émotionnelles partent de notre corps, donc des sensations, pour monter vers notre cerveau au travers du nerf vague essentiellement, contre seulement 20% d'informations qui partent du cerveau, donc nos pensées, pour aller vers le corps. Cela veut dire que nos émotions sont plutôt influencées par notre physiologie plus que notre mental. Nous entendons parfois parler de la méthode Coué, qui est le fait de se répéter des phrases positives. Elle peut être intéressante dans certaines situations, mais cela ne sera pas la méthode la plus efficace pour gérer nos émotions, puisqu'elle aura un impact beaucoup moins important que si on part du corps. En revanche, nos pensées peuvent parfois amplifier les sensations désagréables déclenchées par une émotion, ou nous permettre de passer plus facilement à autre chose. Je préfère parler d'émotions agréables ou désagréables plutôt que d'émotions positives ou négatives, puisque chaque émotion est positive en soi. Toute émotion a une fonction qui lui est propre pour nous aider à nous adapter dans notre vie. Chaque émotion est liée à un besoin. Si nous répondons à un besoin, nous vivrons une émotion agréable. Au contraire, si nous ne satisfaisons pas un besoin, nous vivrons une émotion désagréable. Pour simplifier les choses, je vais partir des 6 émotions de base théorisées par Ekman, avec la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Pour chaque émotion, nous verrons sa fonction, son mouvement et les besoins sous-jacents, mais aussi à quel mode de survie elle correspond. Dans ma vidéo sur la peur, j'évoque 3 modes de survie différents: combattre, fuir et se figer. Depuis ma formation en théorie polyvagale, je différencie le figement hypertonique du figement hypotonique, et je parle également d'un 4e mode de survie qui est le fait de se mettre en lien avec les autres. Nous savons avec l'étude de René Spitz sur l'hospitalisme après la Seconde Guerre mondiale que si nous ne faisons que donner à manger et changer un bébé, celui-ci se laisse mourir. L'être humain est en premier lieu un être social qui a besoin du groupe pour pouvoir survivre. J'utilise ces 6 émotions de base tout d'abord car elles sont universelles et se retrouvent partout dans le monde. De plus, la plupart des autres émotions sont une sorte de teinte de ces 6 émotions de base, qui seront vécues avec une intensité émotionnelle plus ou moins forte. Par exemple, pour la colère, cela peut aller d'une frustration à la haine, l'agitation à la rage, etc. Nous ne le verrons pas dans cette vidéo, mais nous avons aussi des émotions morales qui dépendent de notre culture, comme la honte, la culpabilité, la gratitude, l'empathie, la compassion, etc. Commençons par la joie, cette émotion agréable qu'on aimerait généralement vivre le plus souvent possible. Sa fonction est de nous motiver pour pouvoir notamment avancer et être en lien avec les autres. C'est donc le côté facilitateur de lien qui permet la survie et aide à ne pas être isolé. Le mouvement de cette émotion est un mouvement vers l'avant. Les besoins derrière la joie sont un besoin de partage, de réalisation de soi, d'aller de l'avant. Cela peut être également l'envie de transmettre. Ensuite, nous avons la colère. La colère est une émotion plutôt désagréable à vivre. Sa fonction est le contrôle avec un mouvement où l'on repousse. Au niveau survie, c'est donc plutôt le mode combat. Les besoins derrière la colère sont un besoin de reconnaissance. Lorsque nous avons l'impression de ne pas être reconnus pour nos efforts ou notre travail. Par exemple, un adolescent qui passe l'aspirateur pour une fois sans qu'on lui demande et qui aurait aimé un merci. On va également retrouver le besoin de justice. L'injustice fait généralement bondir et déclenche la colère. Par exemple, un employé qui fait des super chiffres annuels, qui pensait avoir une promotion alors que finalement cette promotion est octroyée au neveu du patron, qui a fait le strict minimum dans son travail. Ou l'enfant qui se fait punir alors que c'est un autre qui a fait la bêtise. Dans la colère, on retrouve également le besoin de défendre son territoire. Quand on a l'impression que quelqu'un vient marcher sur nos plates-bandes ou que quelqu'un entre dans notre espace vital. Par exemple, quelqu'un qui s'approche de vous dans la rue et qui s'approche un peu trop près de votre visage pour vous poser une question, ou qui vous touche le bras pour vous parler. Ou encore, au travail, quelqu'un qui vient empiéter sur vos missions. La colère, c'est aussi le besoin d'identité. Quand on vous dit quelque chose sur vous, votre personnalité, que l'on cherche à vous enfermer dans un moule. Par exemple, dire à un enfant « tu es méchant », alors qu'il y a plein de moments où il peut être très agréable et gentil. Ou alors des personnes qui peuvent vous dire « arrête de t'énerver, t'as donc aucune patience », alors
que vous étiez simplement en train de vous affirmer ou que vous n'aviez juste pas le même point de vue. La colère, c'est aussi une deuxième émotion. Par exemple, nous sommes en voiture et quelqu'un nous fait une queue de poisson. Généralement, le premier réflexe, ce sont des noms d'oiseaux, parce que l'on a eu peur de faire un accident et que quelqu'un soit blessé dans la voiture. On retrouve aussi très souvent la colère dans le cas de deuil suite à un décès ou une rupture. La colère permet de se mobiliser pour ne pas rester figé dans la tristesse. La colère est saine dans la mesure où nous prenons en compte le besoin derrière la colère, et nous prenons le temps de l'accueillir. Le fait d'accueillir une émotion, c'est en grande partie le fait de la normaliser dans son contexte. Plus vous tentez de contrôler la colère, ou vous essayez de la mettre sous le tapis, et plus vous risquez l'effet cocotte-minute sous pression qui explose encore plus fort. Bien évidemment, la colère ne justifie pas la violence. Frapper quelqu'un s'il n'y a pas de légitime défense n'est pas quelque chose que l'on peut normaliser par la colère, surtout lorsque l'on est adulte. Si la colère monte et qu'elle est difficilement gérable, en tant qu'adulte, nous sommes en capacité de quitter la situation pour aller nous calmer ailleurs, sans en venir à la violence sur quelqu'un qui n'est pas en capacité de se défendre. Ensuite, nous avons la tristesse. La tristesse, c'est également une émotion désagréable à vivre. Sa fonction est d'accepter la perte. Le mouvement est un mouvement descendant, vers le bas. Au niveau survie, c'est ce que l'on appelle le figement. Les besoins présents pour la tristesse sont le besoin de faire son deuil. Dans le deuil, il y a 5 étapes. On va avoir le déni, la colère, le désespoir, le marchandage et enfin l'acceptation de la perte. L'acceptation étant la finalité d'un deuil bien fait. Le deuil correspond à différentes situations comme la perte d'un être cher lors d'un décès ou d'une rupture, mais aussi tout changement d'état ou de situation. Par exemple, dans les différentes étapes du développement de notre vie, nous allons vivre des deuils plus ou moins grands. Lorsque le jeune enfant doit se séparer de la personne qui s'occupait de lui depuis sa naissance pour aller chez la nounou, ou la crèche ou l'école. Mais aussi quand un nouvel enfant arrive dans la fratrie, c'est un deuil à la fois pour les parents mais aussi pour l'aîné. En cas de séparation des parents, c'est également un deuil à faire de cette famille idéale. Entre l'enfance et l'adolescence, on retrouve aussi plein de petits deuils. Entre l'adolescence et l'âge adulte également. Lorsque l'on arrête ses études et que l'on commence à travailler. Lorsque l'on devient parent, grand-parent, etc. Sans vivre une grande tristesse, on expérimente un changement qui sera vécu différemment selon notre histoire. Dans la tristesse, on retrouve également le besoin de réconfort. On va chercher une forme de proximité pour aller vers plus de bien-être, pour se donner du courage et pouvoir sortir de ce figement. On a également le besoin d'attachement. Comme le réconfort, on recherche la proximité dans le lien. Ici, nous recherchons la sympathie, l'affection, c'est la recherche de sécurité affective. Ensuite, nous avons la peur. La peur, c'est une émotion désagréable qui a pour fonction la survie. Le mouvement présent pour la peur est le recul. Ici, nous retrouvons les 3 modes de survie dont je vous parlais en début de vidéo avec le combat, la fuite, le figement. Ces réactions réflexes se déclencheront suivant notre programme de base qui dépend de notre vécu et de l'interprétation que nous avons eue des événements de notre vie. Alors les besoins derrière la peur sont le besoin de sécurité. Pour pouvoir se sentir en sécurité, il est nécessaire à la fois de se sentir en sûreté, ce qui fait appel à la confiance en soi, mais aussi avoir une sensation de liberté. Par exemple, pendant le premier confinement de 2020, nous pouvions nous sentir en sûreté, car nous étions chez nous, mais pas forcément en sécurité, car la sensation de liberté n'a pas été vécue de la même manière par rapport aux restrictions de sortie ou de la suppression des loisirs qui touchent aux besoins de réalisation de soi notamment. On retrouve également dans la peur le besoin de réassurance qui peut être à la fois interne et externe. Ensuite, nous avons le dégoût. Le dégoût, c'est une émotion désagréable qui a pour fonction de protéger de quelque chose de toxique. Tout comme la colère, le mouvement est de repousser. Au niveau du mode de survie, on retrouve ici plutôt la fuite avec l'évitement de ce qui est toxique. Les besoins sous-jacents sont repousser ce qui est toxique, que ce soit au niveau alimentaire, mais aussi dans les relations ou les situations. Par exemple, nous avons tous expérimenté le fait d'être face à quelqu'un qui nous dégoûte. Le mieux dans ce type de situation, c'est de ne pas insister au niveau relationnel et finalement de prendre la fuite. Nous avons également le besoin de sécurité comme pour la peur. La dernière émotion que nous allons voir aujourd'hui, c'est la surprise. Elle permet de se mobiliser face à un imprévu, c'est donc pour s'adapter à une situation. Elle est plutôt neutre, car elle peut être à la fois agréable et désagréable. Quand on ouvre un cadeau, on peut à la fois être très heureux ou au contraire très déçu.
Si pour votre anniversaire, votre grand-tante vous offre une dizaine d'œufs de son poulailler, ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez. Le mouvement est plutôt de sursauter ou le figement en restant sans voix. Ici, nous retrouvons les 3 modes de survie dont je vous parlais en début de vidéo avec le combat, la fuite, le figement. Les besoins face à la surprise vont être un besoin de faire face à l'inconnu et à l'imprévu, et également un besoin de lâcher prise. Avant de finir cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques pistes au niveau émotionnel. Que peut-on mettre en place pour accueillir ces émotions ? On entend souvent, il est important de contrôler ses émotions, ou de les accueillir, ou encore de les gérer. Il est vraiment important d'avoir en tête que plus vous allez tenter de contrôler vos émotions en essayant presque de les supprimer, plus elles reviendront de manière très forte ensuite. C'est ce que j'appelle mettre les émotions sous le tapis ou dans la cocotte minute émotionnelle. Si vous mettez de la poussière sous un tapis, vous savez normalement qu'elle existe toujours, même si nous ne la voyons plus. À un moment donné, quand on met la poussière sous le tapis, ça finit par déborder. Pour la cocotte minute, vous devez savoir que c'est quelque chose qui est sous pression et qu'elle peut exploser sous certaines circonstances. Les émotions, c'est pareil. Si jamais vous les mettez de côté, cela continue de remplir votre récipient émotionnel et à un moment donné, l'eau déborde et de nouveaux symptômes arrivent. Cela peut aller à des somatisations physiques avec des maux divers et variés comme des douleurs dans le dos, des difficultés à digérer, à dormir, mais aussi des crises d'angoisse ou encore des symptômes anxieux ou dépressifs. On le retrouve aussi pour les personnes dites colériques qui n'arrivent plus à gérer sainement leur colère. J'ai mis longtemps à comprendre ce que voulait dire accueillir ces émotions. Il a fallu que je le vive dans mon corps pour comprendre. Il y a quelques années, j'ai eu un malaise vagal en consultation avec perte de connaissance, et la semaine d'après, je me rends avec ma voiture au travail et je sens la crise d'angoisse monter. Donc la crise d'angoisse, on est plutôt dans la réaction de peur du corps. Je connaissais les symptômes car j'en avais déjà eu étant étudiante. Le premier truc qui arrive, c'est « mince !» pour rester poli. « Ce n'est pas possible, je conduis. Allez, tu sais bien, faut respirer, respire. » J'ai commencé à respirer comme je pouvais et ensuite de me dire « c'est normal que tu aies peur, vu ce qui s'est passé la semaine dernière. » Et là, miracle, la crise d'angoisse est partie aussi vite qu'elle était venue. Mon corps avait besoin de se sentir sécurisé et compris. Finalement, accueillir l'émotion, c'est simplement la normaliser et lui dire d'une certaine manière « ok, je t'ai entendu, je prends en compte mon besoin et j'analyse la situation. » On peut aussi négocier parfois avec soi-même. Ça ne marche pas à tous les coups et surtout ça demande de respecter sa parole vis-à-vis de soi. En se disant par exemple « ok, je t'ai entendu, là je n'ai pas le temps de gérer ça, mais ce soir je prends un temps pour t'accueillir. » En revanche, si vous avez votre rendez-vous avec vous-même, votre corps ne vous ratera pas la fois d'après. Si vous faites ça après coup, prenez un moment au calme. Centrez-vous sur votre respiration ou en faisant un petit peu de méditation si ça vous parle, pour laisser venir le message et normaliser la situation et votre ressenti. Par exemple, c'est normal d'être triste, je suis en train de changer de travail, même si c'est pour le mieux, j'ai besoin d'accepter ce changement, peut-être que je perdrai certains collègues que j'aime bien. Ou alors, par exemple, c'est normal d'être en colère, je m'attendais à des remerciements pour mes efforts, et un tel trouvait ça normal alors que ça m'a pris du temps sur d'autres choses, etc. C'est aussi important de pouvoir valider les émotions des autres, et notamment nos enfants. La maîtresse t'a dit que rien n'allait alors que tu sais faire plein de choses, comme créer des histoires ou que tu as une bonne mémoire. C'est normal que tu sois déçu. Ou encore, ta sœur a fêté l'anniversaire d'un copain et elle a mangé plein de bonbons, a fait du trampoline. Oh, tu es en colère parce que tu trouves ça injuste et toi aussi t'aurais aimé t'amuser. Je comprends, ça sera ton tour une autre fois. Ça peut être également avec des proches, la famille ou des amis. Par exemple, un tel t'a dit que tu devrais faire différemment avec tes enfants alors qu'il n'a pas tous les éléments. Je comprends que ça te contrarie. Ou encore, ton patron t'a demandé d'aller faire un café alors que c'est pas dans tes missions, t'as l'impression d'être une boniche, c'est normal de se sentir triste. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai plus spécifiquement des besoins pour pouvoir comprendre encore mieux ce qui se passe avant même l'émotion. C'est en comprenant ce que l'on vit que l'on devient acteur de sa vie.